Bienvenue dans ce journal sur Matin TV. Mesdames et messieurs, le sommaire. Première visite du président sénégalais au Bénin dans le cadre du renforcement des liens bilatéraux entre Dakar et Cotonou. Les détails dans un instant. Ensuite, l'ancien réfugié politique Bertin Kovi réagit face à l'interpellation du journaliste Hugues Komlan Sossoukwe. Il pense d'ailleurs que le prévenu a enfreint aux exigences du statut du réfugié. Vous en saurez plus dans cette interview. Pour finir, 4e journée de la Move League Pro de handball. Dakar Handball Club a réussi son entrée en lice en venant à bout des Faucons dans un match intense, très disputé. Le reportage est à suivre. C'est tout pour le sommaire. Chers internautes, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye est en visite officielle au Bénin. Cette première visite du président sénégalais au Bénin s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens bilatéraux entre Dakar et Cotonou. Sabine Kipade pour plus de précisions. Hier, 15 juillet, est le premier jour de la visite de travail du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Il a été accueilli à l'aéroport cardinal Bernardin Ganti de Cotonou par le ministre béninois des Affaires étrangères, puis s'est entretenu au palais de la Marina avec son homologue Patrice Talon avec les honneurs. Il faut noter que depuis 2016 que le président Patrice Talon est au pouvoir, c'est la première visite d'un chef d'État sénégalais à Cotonou. Cette visite permet de consolider les relations et de redynamiser la coopération entre le Bénin et le Sénégal. Au cours des échanges, les deux présidents ont évoqué la CEDEAO, l'UEMOA et la situation sécuritaire dans la sous-région. L'occasion de ce petit compte rendu devant la presse me permet de réitérer au président Diomaye Faye mon amitié et mes remerciements surtout pour sa visite à Cotonou avec sa délégation. Nous avons échangé sur plusieurs points d'intérêt commun. Pour le président Patrice Talon, cette visite du président Bassirou Diomaye Faye est un honneur pour le Bénin qui est à quelques jours de la célébration de sa fête nationale. L'hôte du Bénin salue la qualité des relations entre le Bénin et son pays. Il exprime par ailleurs la solidarité de son pays au Bénin dans la lutte contre le terrorisme et souhaite que les deux États fassent beaucoup mieux sur le plan des échanges commerciaux. Nous avons évoqué évidemment les relations d'amitié et de coopération entre le Bénin qui sont cordiales et très conviviales, même si tous les deux nous avons relevé que nous pouvons aujourd'hui, en raison de la qualité de la relation, faire beaucoup plus et beaucoup mieux sur le plan des échanges commerciaux. Nous avons aussi parlé de la situation de la sous-région, tant sur le plan de la CEDEAO que sur le plan de l'UEMOA, mais aussi de la situation sécuritaire dans la sous-région qui est très préoccupante. J'en ai profité pour dire toute ma solidarité au président Talon et au peuple béninois frère par rapport aux événements douloureux qui ont pu survenir dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et lui témoigner du soutien du Sénégal dans ces moments-là pour lesquels nous nous trouvons aussi tout autant atteints. Nous avons aussi parlé de l'UEMOA qui, comme nous le savons, traverse aussi une situation quelque peu difficile qu'il nous faut rapidement adresser. Et nous avons convenu, le président Talon et moi, dans les tout prochains jours d'entreprendre des démarches pour travailler à redynamiser l'organisation, à lui donner un nouveau souffle, bien évidemment avec le soutien des autres homologues membres de l'Union. Durant sa visite de travail de 2 jours à Cotonou, le président sénégalais et son homologue béninois abordent des questions stratégiques relatives au renforcement des liens bilatéraux dans un contexte régional marqué par des défis communs et des aspirations partagées en matière de paix, de développement et d'intégration sous-régionale.
Le 15 juillet de chaque année est consacré à la Journée mondiale des compétences des jeunes. Le thème retenu pour cette année est l'autonomisation des jeunes grâce à l'IA et aux compétences numériques. Une occasion pour attirer l'attention sur les efforts à fournir afin de doter la jeunesse des outils nécessaires pour construire leur avenir dans un monde en constante évolution. Plus de précisions avec Kamash Eke. Depuis 10 ans déjà, le monde célèbre le 15 juillet la Journée mondiale des compétences des jeunes instituée par les Nations Unies pour mettre en lumière l'importance de doter les jeunes de compétences pertinentes dans un contexte où les transitions vers la vie active et l'autonomie deviennent de plus en plus complexes. En 2025, cette journée prend un relief particulier en incluant une réalité actuelle, l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, des millions de jeunes dans le monde sont sans emploi, sous-employés ou employés dans l'informel, souvent faute de qualification. Face à cette réalité, les États, les institutions de formation, mais aussi le secteur privé sont appelés à renforcer les dispositifs de formation technique et professionnelle, à promouvoir l'apprentissage et à encourager les compétences numériques, entrepreneuriales et sociales. Mais cette journée ne célèbre pas uniquement la formation professionnelle. Elle nous rappelle que doter les jeunes de compétences, c'est leur donner les moyens de construire leur vie, de participer à la transformation de leur communauté et de poser des bases de société inclusive et prospère. Les entreprises, les pouvoirs publics et la société civile devront travailler main dans la main en associant étroitement les jeunes afin de réconcilier trois mondes qui se sont longtemps ignorés, à savoir l'économie, l'écologie et le social. C'est justement à ce niveau qu'il faudrait une réflexion de fond qui interpelle justement les aînés, les parents, les aînés par rapport aux jeunes. À savoir, lorsque les jeunes ont eu à avoir atteint un certain nombre de diplômes pour aller maintenant aux activités TIR. Et on dit, bon, ils n'ont pas encore telle expérience. Il ne faudrait pas qu'ils, d'abord qu'on les mette à tel niveau. En tant qu'être humain, là, qui est né avec l'expérience. C'est en cela que, personnellement, en tant qu'individu, en tant que citoyen, je n'ai jamais été d'accord avec cette idée. Ils n'ont pas encore l'expérience, ils n'ont pas encore ceci, il faut avoir tel nombre d'années d'expérience, qui est né avec l'expérience. À ce niveau, il faudrait que nous réfléchissions davantage par rapport aux jeunes, par rapport à leur avenir. Permettons-leur d'avoir l'expérience. S'il y en a qui se sont montrés incapables, bon, mais pas d'office décréter qu'ils sont jeunes. Il faut donc permettre aux jeunes de faire leur exercice, de faire leur expérience, et avant de pouvoir conclure s'ils sont oui ou non, bons ou mauvais. Les jeunes représentent aujourd'hui près de 16% de la population mondiale active. Pourtant, beaucoup restent confrontés au chômage, à l'exclusion numérique et au manque d'opportunités de formation, surtout dans les pays en développement comme le Bénin. Dans notre contexte, de nombreux jeunes n'ont pas un accès stable à Internet ni à des équipements technologiques. Les formations professionnelles sont encore trop axées sur des savoir-faire traditionnels alors que les besoins évoluent vers des compétences numériques. La programmation, la gestion de données ou encore l'innovation technologique. L'interpellation du journaliste Hugues Komlan Sosoupé suscite des vives réactions depuis quelques jours. Si certains s'interrogent sur les motifs de son arrestation, d'autres comme Berthe Corvi ne sont pas surpris de l'arrestation du web activiste. Ils pensent d'ailleurs que le prévenu a enfreint aux exigences que lui confère le statut de réfugié politique. Il est au micro de Sabine Kipadé et Jean-Marie Adéhemi. J'ai été réfugié, moi. Et ça, c'est mon passeport de réfugié. Sous les Nations Unies, l'UNHCR. Et je crois que Hugues Komlan Sosoupé aussi en a bénéficié. On a dû lui dire, c'est la première règle, dès qu'on te remet le passeport, on te dit que tu as des restrictions. Ne pas aller dans ton pays, ne pas opiner sur des questions politiques concernant ton pays, ne surtout pas te mêler aux questions sécuritaires de ton pays. Et les questions de terrorisme ont à voir avec la sécurité. Moi, je vous dis, voici mon passeport de réfugié. Et c'est-à-dire les conditions pour être réfugié, c'est que tu ne dois plus opiner sur ton pays. Tu peux parler d'art et de culture, mais jamais de politique. Encore pire, de sécurité-défense. Mais le plat le plus aimé par Hugues Komlan Sosoupé était le terrorisme. Et il n'en avait pas le droit. Il n'est pas militaire.
Il lui est même arrivé de contester le nombre de morts que l'armée déclare. Il lui est arrivé d'annoncer même l'attaque des terroristes avant même que l'armée en parle. Comment ça se fait que lui soit informé plus qu'avant que ceux qui sont en charge de sécurité et défense? Quand vous enfreignez ces règles, le pays qui vous accueille au nom de UNHCR vous interpelle et vous ramène à l'ordre pour dire vous violez votre devoir de silence, de neutralité. Est-ce que le Togo l'a fait, puisque c'est au Togo qu'il a été réfugié? Le Togo, je ne crois pas que le Togo l'ait jamais fait. Si le Togo ne l'a pas fait, le Togo n'aura pas qualité de se plaindre de ce qu'on aurait arrêté un réfugié béninois qui serait au Togo. Parce qu'il suffirait que le Bénin présente les publications de notre jeune frère au Togo pour que le Togo se taise. Est-ce que l'UNHCR l'a aussi interpellé pour ces publications? S'ils ne l'ont pas fait, le Bénin va leur dire, se mêlant aux questions de sécurité et défense, surtout terrorisme au Bénin, ils cessaient de profiter, de bénéficier de la protection que ce document-là accorde. Aussi, et ça c'est une règle prudentielle, quand on vous invite à l'étranger, vous avez le devoir de saisir l'UNHCR pour dire tel pays m'a invité. Et ce sont eux qui conduisent ta visite dans un pays étranger. Je voudrais que cela soit clair pour chacun. Les États sont des dictatures. Je ne parle pas des gouvernements. Les États. Tout individu qui met en danger les fondements d'un État est en danger. Et quand vous vous permettez de publier avant même l'armée le nombre de morts faits par des terroristes, vous mettez l'État béninois en danger. Donc oui, malheureusement, il y a des services qui sont hors la loi. C'est un peu partout au monde. Reconnaissons que notre jeune frère a fait une erreur. Ma prière et ma doléance, c'est que l'État ait pitié de lui et sache que ça a été un zèle. Parce qu'il n'y a pas là où on apprend à être activiste. On finit toujours par faire des erreurs. Je l'ai fait, j'en ai payé le prix et j'ai tiré le son. J'espère que maintenant qu'il est tombé, il comprendra. Je voudrais que cela serve de leçon à tout citoyen béninois. Les questions de sécurité et de défense, de terrorisme, sont du ressort exclusif de l'État. Si vous mêlez de cela, les services de sécurité et de défense n'auront pas le choix que de vous arrêter. À présent, sport dans ce journal. La 4e journée de la Move League Pro Handball a offert au public sportif béninois une affiche qui a opposé Dakar Handball Club et Faucon. Dakar Handball Club a réussi son entrée en lice en venant à bout des Faucons dans un match intense et très disputé. Un duel marqué par une belle qualité de jeu. Retour sous cette rencontre avec Hospice, Yevimi, Honton et Toussaint Boussa. Dakar Handball Club en jaune s'est imposé face aux Faucons sur le score étriqué de 18 à 14. Un match tendu, intense, où chaque duel disputé témoignait de l'engagement total des deux formations. Le public a eu droit à un duel de haut niveau, tant sur le plan technique que physique. C'est une très bonne équipe. Physiquement, ils sont au point, tactiquement, ils sont au point. On a eu des éléments qui ont plus d'expérience que eux. Et c'est ça, le match. On a gagné le match sur les détails et sur l'expérience. C'est une équipe à ne pas négliger. Ils reviendront en forme. Pour Dakar Handball Club, ce premier succès dans cette compétition de la Move League Pro de handball sonne comme une belle entrée en matière. Les joueurs ont donné ce qu'on leur demandait de faire, ils le faisaient. Même s'il y a eu quelques ratés, on a eu la victoire aujourd'hui parce qu'ils nous ont écoutés, ils ont su gérer le match et c'est l'expérience qui a gagné. Cette rencontre s'est déroulée sous le regard admiratif et attentif de la présidente de la Ligue professionnelle de handball, venue apprécier de près le niveau de jeu proposé. Une manière pour elle de constater les effets de la nouvelle formule de ligue mise en place pour renforcer les performances des clubs et rehausser le niveau du handball béninois. Le but de cette nouvelle formule, c'est surtout qu'il faut donner de la compétition à toutes les équipes.
Ceux qui jouent actuellement, les 11 équipes masculines et 5 équipes féminines qui jouent actuellement, parmi eux, nous aurons des qualifiés qui vont rejoindre le top 6. Mais ces équipes, leur championnat ne s'arrête pas là. On va ensuite les mettre dans une catégorie que nous dénommons Ligue Pro 2 pour que ceux-là, à leur niveau également, puissent jouer leur phase intermédiaire et également leur phase, leur play-off. Et donc le but, c'est de déterminer déjà les meilleures équipes, comme dans tout championnat, au niveau de la Ligue Pro, selon qu'on appartient, on s'est retrouvé avec le top 6 ou pas, mais surtout de donner autant de compétitions que possible, autant de matchs que possible à tous les clubs. Actuellement, à cette phase, nous en sommes quand même à 42 matchs au total. Et parce que les clubs, plus ils ont de matchs, plus ils ont de compétitions, plus eux aussi, ils seront compétitifs dans la sous-région et au-delà de la sous-région. La phase préliminaire de la Move League Pro de handball version 2025 semble bien lancée et promet des étincelles. Ainsi prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à MLTV pour ne rien rater des informations.